Merci d'assister à cet atelier où on va parler de MOOC. Pour ceux qui étaient présents ce matin, on a vu ce matin que la révolution digitale, elle se doit d'être partagée sur un plan économique et social, en termes de partage de richesses et de protection sociale. Il y a un secteur, il y a un sujet où on est sûr qu'elle permet le partage. La révolution digitale, c'est l'information et la formation. L'information avec l'accès aux news que vous avez sur vos smartphones et la formation avec l'accès à des plateformes de formation, avec des vidéos et des quiz, les Massive Open Online Courses, les MOOC, dont on va parler aujourd'hui. Là, il y a déjà un partage qui se fait, comme l'information, les gens ont accès aux formations. Avec nous, pour en parler, 3 acteurs. Un que vous connaissez bien, qui est la puissante invitante, Pascal Asselin, président de l'Intech, dirigeant d'entreprise, qui a fait le choix, qui a eu, je pense, on peut le dire, l'audace de décider de réaliser un MOOC pour l'Intech, pour la fédération professionnelle. Il va nous en parler. 2 acteurs, des makers, des réalisateurs, 360 Learning avec Nicolas Hernandez, co-founder et co-dirigeant de 360 Learning, qui nous a accompagnés pour réaliser ce MOOC, et Antoine Poincaré, Business Unit Manager de Corp Academy, qui est aussi, comme 360 Learning, un éditeur de solutions, mais avec des positionnements différents et une taille plus importante, un des leaders en Europe. On peut peut-être tout de suite, et bien évidemment, comme le digital, ça repose sur du participatif, vous intervenez quand vous le souhaitez. Premier point, c'est d'avoir le feedback de Pascal. Pourquoi a-t-il lui-même décidé, avec Sylvain Tessier, son adjoint, d'éditer un MOOC pour la Fédération professionnelle de l'Intech? Quelle était sa motivation et quel est son ressenti et ses résultats? On va peut-être regarder le MOOC à la régie. La régie, normalement, j'étais censé leur faire un signe, mais ils ne me regardent pas. Donc, j'utilise le vocal. On va y aller en multimédia. Ça, c'est la pré-home page où tout internaute peut prendre connaissance de ce MOOC, de l'Intech, des contenus, de la promesse que ça apporte, de l'intérêt et de ce qu'est un MOOC. Alors, tout de suite, je vais laisser la parole à Pascal. Quelle a été sa motivation, son ressenti et aussi son appréciation des résultats? Alors, merci de me laisser la parole. Bonjour à toutes et à tous. Alors, vous savez, nous, l'Intech, on est un petit peu les petits poussés dans le monde de la construction. Il y a 3 dimensions. La dimension architecturale, la dimension qui est réalisée, bien sûr, par les architectes, les concepteurs, la dimension technique réalisée par les ingénieurs, les techniciens, notamment sur les fluides et les structures, et puis il y a la dimension économique. C'est l'économie de la construction. Et MOOC, pourquoi MOOC? Parce qu'il y a un sujet prégnant qui nous impacte tous depuis plusieurs années. Et si vous voulez, tout le monde en parle, tout le monde est expert, et en fin de compte, personne ne sait exactement où ça commence, où ça s'arrête, et les finalités de je dirais, cette nouvelle façon d'appréhender la construction. Et donc, fort de, je dirais, 3, 4, voire 5 années d'expérience au sein de l'Intech avec différents ateliers que nous avions, différentes conférences que nous donnions lors, alors, soit des journées régionales, soit des journées comme aujourd'hui au niveau du Congrès national, nous est apparu un outil, enfin d'abord une rencontre avec notamment Cyril, et souvent les idées naissent de rencontres et d'échanges avec des gens qui n'ont rien à voir avec la sphère du bâtiment. C'était ton cas, Cyril, et donc il me dit mais écoute Pascal, regarde, il y a des choses qui maintenant, ça vient des États-Unis déjà depuis pas mal d'années, c'est pas du e-learning, c'est une nouvelle façon d'appréhender la formation, ça s'appelle les MOOC. Et donc, Massive Open Online Courses. Et puis, là-dessus, on s'est dit, mais ce qui serait intéressant, c'est de faire un MOOC qui n'a encore pas été fait en France, dont tout le monde parle, c'est le BIM. Alors, d'abord, nous sommes allés chercher des fonds pour monter cette opération. Nous avons trouvé des fonds que nous collectons dans notre formation professionnelle, les économistes. Et nous avons présenté des dossiers, nous avons fait une levée de fonds. Et grâce à cette levée de fonds, nous avons lancé un MOOC. Et effectivement, alors, moi, j'y croyais à fond. C'était un petit peu un secret de projet pendant 3 mois. C'est-à-dire que j'ai pas voulu présenter tout de suite à mon bureau exécutif en disant « Ouh là là, ça
ça va peut-être nous dépasser, c'est peut-être un peu compliqué, peut-être qu'on met la barre un peu haute. Et puis, on a fait 2-3 tests. Et là, après, j'ai présenté ça d'abord à mon bureau exécutif, ensuite à mon conseil d'administration. Et vraiment, ça a vraiment été un travail formidable, un travail d'équipe. Je dois beaucoup effectivement à toute cette équipe. Sylvain Tessier en premier qu'il fallait convaincre, puisque c'était le responsable de la formation. Et puis on est parti. Donc, on a mis à peu près 8 mois pour lancer l'opération. Et à partir on a lancé au 15 mars 2016, on a ouvert le MOOC. On a, je crois, c'est 26 ou 30 modules. On a 6 modules en tout, on a 26 vidéos. Et on était très surpris, puisque, alors moi je suis pas un spécialiste des MOOC, mais les statistiques, les derniers que j'ai, là, les Matrix, c'est dès qu'on a lancé les sessions, on est arrivé très vite à 3000 préinscrits sur les 3 sessions. La première session, 2000 préinscrits, avec un taux d'apprenants de 65%. Ce qui en général, suivant ce qui existe sur le marché, c'est plutôt entre 25 et 30. Donc ça faisait à peu près 1500 personnes. Et puis les attestations, parce qu'on délivre une attestation de formation à la fin des modules. Et donc il y a 40% de préinscrits d'inscrits qui sont arrivés à la fin de la formation avec leur attestation. Donc pour nous, c'est une fierté, sachant que sur les 3000 préinscrits, il y a à peu près, la communauté des économistes représente à peu près 30% du panel. Donc vous allez dire, c'est un échec pour vous, mais pas du tout. C'est une grande réussite, puisque les personnes qui se l'approprient souvent, ce sont des jeunes, des étudiants, donc des apprenants. Ce sont des professeurs, donc ceux qui distillent l'information aussi. Donc ce sont quelque part des super commerciaux pour notre profession. Et puis bien entendu, nos salariés qui maintenant, de fil en aiguille, commencent à s'inscrire. Et bien nous en a pris, puisque même le personnel administratif de certains de nos cabinets viennent s'inscrire dessus pour comprendre le process. Comme quoi, c'est accessible à tout le monde. Donc voilà, c'est un petit peu l'expérience, le petit retour qu'on a d'expérience qu'on a dessus, qui est en fin de compte qui est assez récent, depuis quelques mois. Et puis, cerise sur le gâteau, on a eu, curieusement, un bond d'adhésion à notre syndicat sur les mois d'avril et de mai. Voilà. Donc il y a une dimension projet qui permet de fédérer toute une équipe. Il y a un apport de compétences pour l'entreprise qui décide de faire un MOOC, sachant que la finalité, c'est de former, comme tu l'as dit Pascal, différents types de publics. Ça va des étudiants aux économistes de la construction ou des gens qui sont dans des métiers connexes, qui travaillent main dans la main avec vous, comme les architectes. Et vous avez fait ce choix un peu audacieux d'aller sur le positionnement du BIM et de la maquette numérique. Je crois qu'il y a 15% d'architectes et 20 ou 25% d'ingénieurs qui sont inscrits sur notre MOOC BIM. Donc voilà. Alors, le digital, ça passe par du test and learn, sachant que là, le produit est finalisé, c'est une réussite. La première session a été réalisée, il y en a encore 2 à venir. Et du test and learn, avec donc des retours d'expérience. C'était bien d'avoir le retour d'expérience de quelqu'un qui a pris l'initiative, la décision, sachant qu'il y a des milliers d'entreprises dans le monde ou de fédérations qui, de façon active, réalisent leur MOOC. Ce qui est très intéressant et enrichissant, c'est de compléter ces retours d'expérience avec 2 entreprises. Un point commun, elles réalisent des MOOC. Un point de différence, c'est ça qui enrichit notre réflexion, elles ont des positionnements différents en termes de chaîne de valeur sur le MOOC. Nicolas Hernandez, vous avez participé activement à ce MOOC. Vous êtes éditeur de solutions, de plateformes technologiques. Si vous voulez peut-être en dire un mot de votre positionnement et à travers votre regard, quel est le retour d'expérience de vous et de vos clients, de vos partenaires sur les MOOC ou les COOC? Et vous parlerez aussi des COOC. Tout à fait. Alors, donc nous, bonjour. Nous, on est effectivement éditeur de logiciels, donc de software. Nous, on fait la coquille, on ne fait pas le contenu. On a classiquement cet avantage du coup de voir passer le contenu, d'avoir de la donnée, d'observer les usages. Mais avant de parler de moi, je trouvais intéressant de vous retourner la question parce que donc vous parliez des adhérents à votre MOOC, enfin des personnes qui s'étaient inscrites, et ça peut être intéressant, je pense, pour l'audience de savoir comment vous avez communiqué sur ce MOOC. Comment vous avez acquis ces inscrits? Par quels canaux? Comment ça s'est passé? Il y a une véritable stratégie marketing en amont drivée par l'Intech. Eh bien, racontez-nous ça. Oui, alors je ne connais pas tout en détail parce que je dirais, il
y a toute une équipe qui tourne autour de ça, mais effectivement, on s'est entouré après de DMD, une société, DMD Solutions, qui nous ont aidés à poursuivre ce projet au niveau com, à savoir, on a d'abord utilisé nos fichiers, bien sûr nos fichiers adhérents, et puis après élargi la sphère à d'autres organisations professionnelles. On a aussi ciblé les universités, les écoles qui distillent l'économie de la construction, et de fil en aiguille, il y a eu du bouche à oreille aussi, et de fil en aiguille, ça fait monter l'audience. Voilà. Un peu de Facebook, des réseaux sociaux, de la pub payante? Alors, bien sûr. Alors, non, de la pub, non, parce que tout est gratuit. Notre MOOC, c'est comme on a eu, si vous voulez, des subventions via nos cotisations, on se doit de l'ouvrir à tout le monde. On n'a pas le droit de le vendre. Mais vous pourriez faire quand même de la pub sur Facebook, sponsoriser un peu de visibilité? Non, interdit. Non. Okay. Pas sur ce MOOC-là. On verra pour l'avenir. Ce matin, on a eu des beaux intervenants aussi là-dessus. M'attendent encore plein d'idées, donc plein de projets. Et puis j'ai oublié aussi quand même une cheville ouvrière, il ne faut jamais oublier, c'est celui qui produit les vidéos. Et ce monsieur-là, c'est le plus connu en fin de compte sur le MOOC. C'est celui qui est derrière la régie, là-bas, Michel Bazinet. Là. Alors lui, il s'est tapé des heures et des heures de vidéos avec un bon pantalon rouge, des fois un pantalon bleu. Pour ceux qui l'ont fait, c'est lui le monsieur là-bas. C'est lui la star en fin de compte. Et nous, justement, on l'a fait exprès, parce qu'on ne voulait pas que ce soit le MOOC des élus, vous voyez. On n'est pas là pour ça, on n'est pas là pour nous se mettre en valeur. Ce qui est en valeur, c'est le produit, le fond du MOOC. Voilà. Donc voilà. Et ça, c'est très important au niveau de l'image. C'est très important. Tout à fait. C'est intéressant. Souvent, dans ces stratégies de com, on retrouve donc les leviers que vous mentionnez. Un peu de presse aussi, j'imagine. Voilà, un peu de presse. Et la partie réseaux sociaux qui est de plus en plus efficace, puisque vous avez produit du média, de la vidéo. Vous pourriez imaginer découper ces petites vidéos en tranches de 15-20 secondes. Voilà, faire du teasing et pousser ça sur les pages, c'est hyper efficace pour faire de l'acquisition de vues, de trafic et derrière d'inscription. C'est souvent une partie, comme pour tout, on peut faire un bon produit. Ensuite, il faut faire un bon marketing aussi, parce que sinon, vous avez votre bon produit, mais personne ne le voit. Et donc là, c'est réussi, c'est intéressant. Bon, donc nous, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, nous, on fait du software. Le software, c'est froid. Toi, tu vas nous parler vous faites ce métier d'éditer du contenu, c'est plus, vous êtes dans le fond. Alors, il faut, pour raconter l'histoire du software, il faut prendre un peu de... il faut raconter l'histoire. Alors moi, je vais vous raconter l'histoire que nous, on vit, qui est l'histoire de nos prospects, de nos clients. Alors, donc, typiquement, nos clients, c'est c'est une entreprise qui s'est dit il faut qu'on se digitalise parce que globalement, pour des raisons qui sont un peu tout le temps les mêmes, on doit utiliser les nouvelles technos dans notre boîte pour être plus efficace, on doit réinventer les business models de notre écosystème et essayer d'aller vers des business models écosystémiques, si vous me passez le terme. On doit changer nos méthodes de travail pour attirer les talents de ces générations digitales. Voilà, on doit se digitaliser. Donc le CEO, le COMEX dit voilà, on va faire ça. Big data, machin, tous les buzzwords. On y va. Et puis, COMEX suivant, il ne s'est rien passé. Personne n'a rien fait. Pourquoi ? Parce que nos collaborateurs, nos gars ne comprennent rien, n'ont pas une culture digitale. Donc, on dit, ah oui, donc, il faut arriver à la conclusion qu'il y a un problème de culture, un problème de formation. Et donc, on se retourne vers le DRH et on lui dit, maintenant, il faut former les gens sur, donc à la fois les nouvelles technos, etc., mais aussi nos process internes, nos innovations, nos métiers, les changements qu'il y a dans nos métiers. Si on fait de l'assurance, il faut former sur la blockchain et le big data. Mais, croyez-le ou pas, si vous êtes des pompes funèbres, il y a aussi du travail à faire pour mieux former dans votre chaîne de pompes funèbres. Et donc, ils se retournent vers leurs outils de formation digitale et ils voient des choses. Moi, j'aime bien montrer, mais si vous allez sur Google et que vous tapez module e-learning, vous faites Google Images, module e-learning, et vous verrez sur quoi ils tombent. C'est des choses qui sont assez archaïques. Et là, ils disent il nous faut une autre solution pour qu'on crée nos cours sur nos métiers. Bon. Donc on a nous on fournit cette solution qui permet de faire des cours avec de l'interaction humaine, une grosse dimension d'amélioration continue puisque comme vous le disiez, nous on permet à nos clients donc de créer ces cours eux-mêmes, d'internaliser cette compétence, de réduire du coup le coût marginal du contenu
à zéro, puisqu'ils le réinternalisent, ils le font eux-mêmes. De réduire aussi le délai de mise en production, puisque quand l'expert métier, par exemple le directeur des ventes, va lui-même créer une formation sur son produit, il peut le faire en 2 heures, alors que le cycle de quand vous commandez un MOOC à un prestataire est beaucoup plus long. Donc voilà, coût marginal, temps de mise en production, et puis usage, c'est les 3 grandes choses qu'on vend. Pour finir, la dernière partie, qui est plus récente chez nous, c'est que comme donc, on a 2 types de clients, on a ces entreprises, les grandes entreprises, les corporates qui veulent transformer leur culture, et on a beaucoup d'organismes de formation, on a dépassé les 2500, c'était une milestone pour nous, qui utilisent la plateforme pour former leurs clients. On a beaucoup de petits, beaucoup d'indépendants. On a aussi des gros, puisqu'on a HEC, Sciences Po, HEC Genève, le CELSA, enfin les Executive Education de ces écoles, qui sont des gros organismes, ou CSP Formation, qui est aussi un gros organisme de formation, qui est le 3e, après Demos et Segos. Et du coup, on avait ce catalogue de un peu plus de 1500 formations qui traînait là, qui dormait. Et on s'est dit, on n'a qu'à proposer ce catalogue de formation aux entreprises qui utilisaient notre plateforme pour créer leurs propres cours. On a démarré ça il y a 9 mois. Et écoutez, c'est un bon business, puisque aujourd'hui, on a intermédié, on a distribué un peu plus de 700 parcours, de 700 cours, avec des sessions en moyenne de 400 personnes. Je vous laisse faire les calculs ensuite, mais un prix moyen par user de 50 €. Et vous connaîtrez, si vous avez tout enregistré et que vous êtes fort en calcul mental, notre chiffre d'affaires sur cette partie de business-là. Voilà pour la big picture de ce qu'on fait. Peut-être que pour donner quelques repères, on a démarré notre activité il y a 4 ans. On est 52. Voilà. Donc vous êtes plus qu'une start-up parce que vous avez dépassé le stade de l'amorçage. Vous êtes une EdTech très innovante, je peux en témoigner, très dynamique, avec de la techno, vous avez insisté là-dessus tout de suite, mais orientée business-minded, orientée marketing, c'est-à-dire la plateforme qu'on l'utilise, bien évidemment, il faut créer les contenus parce que ce qui compte, c'est le contenant, mais les contenus, les deux sont essentiels, mais tout est pensé marketing et c'est ce qu'on disait ce matin, l'innovation chez les pure players, parce que vous êtes tous les deux des pure players que vous incarnez, doit être 100%, elle est innovation parce qu'elle est 100% pensée marketing et pas en fonction des contraintes d'offres, de production, de techniques ou réglementaires, comme souvent c'est le cas dans notre pays, avec un business model innovant, deuxièmement, et de l'innovation techno. Hashtag disruption. Voilà, exactement. Et on voit bien l'enjeu. L'enjeu, c'est la formation pour tous. On parle souvent avec vous et avec Pascal aussi, donc des salariés, des étudiants, mais ça peut être, et vous contribuez à travailler pour des MOOC ou des COOC ou des SPOC pour des publics, les salariés, les COOC, ou des SPOC pour des publics bien spécifiques, bien segmentés. L'enjeu, et si vous me pardonnez une demi-minute de candeur, je crois que moi, face aux grands défis, aux grands défis du XXIe siècle, il y en a, le terrorisme, les extrémismes, la haine, la guerre, la santé, etc. L'éducation est la solution. Et c'est la seule solution. Donc voilà, c'est ça l'enjeu. Le savoir et le partage de savoir. Merci Nicolas. Et Antoine, vous êtes Business Unit Manager chez Corp Academy, qui a été fondé il y a 4 ans. On est pareil, on a 4 ans, on est 50. Exactement. Vous êtes aussi une EdTech, vous êtes un des éditeurs européens leaders en Europe, avec deux marques de positionnement différentes. C'est que vous êtes éditeur d'une solution techno, mais vous êtes aussi sur le maillon dans la chaîne de valeur éditeur de contenu. Et troisièmement, distributeur de ces contenus. En gros, le DRH peut vous acheter la solution techno, mais il peut payer au user, c'est-à-dire en fonction du nombre de salariés qui vont chaque mois consommer les contenus. Un peu un modèle à la Netflix. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler de cette stratégie ? Nous, on essaie de se positionner un peu comme le Netflix de la formation. Disons en grande boîte, c'est comme si vous aviez Netflix, mais que vous pouviez rajouter vos films de vacances. Donc, en réalité, par rapport à Nicolas, nous, la différence, c'est qu'on ne vend jamais que la techno. C'est-à-dire qu'on vend toujours un accès à un catalogue en disant aux gens que vous allez développer des cours, c'est super, c'est hyper important, mais nous on a aussi un certain nombre de cours. Pourquoi on a fait ça ? Parce qu'on avait à peu près les mêmes boîtes que Nicolas, qui avaient les mêmes problèmes de culture digitale, simplement nous notre cœur de marché c'était plutôt des grosses boîtes au départ. Et les grosses boîtes, elles vous disent pas file-moi un outil, je vais le faire, elles vous disent fais-le pour moi.
Et elles ont une culture d'externalisation, c'est normal. Et ces mecs-là, il faut se remettre 5-6 ans en arrière, ils l'ont vu arriver, la révolution digitale. Les patrons de boîtes du CAC ont mis des fortunes pour embaucher des Chief Digital Officers, qui étaient des mecs géniaux, avec énormément d'idées, qui sont arrivés. 2 ans après, ils avaient siloisé la fonction à mort. C'est-à-dire qu'ils avaient une espèce de colonne vertébrale de mecs, rockstar du digital, qui arrivaient tous les matins en disant on va faire du design thinking, et une armée de base qui se disait mais comment ça gagne de l'argent Google? C'est quand même absurde, c'est gratos. Et je force le trait à peine. Comment est-ce que culturellement je mène la révolution dans ma boîte quand j'ai autant de gens qui ne comprennent pas comment Google gagne de l'argent alors que c'est gratos, c'est compliqué. Et donc nous, ce cours sur la culture digitale, la vraie différence, c'est qu'on l'a édité. Et donc on est arrivé en disant, voilà, on va vous offrir une solution techno, du contenu intégré, on va vous aider à mener cette révolution digitale. Et puis depuis, on a développé plein d'autres sujets parce que le big data qui était le buzzword il y a 5 ans, maintenant c'est design thinking, maintenant c'est entreprise libérée, maintenant c'est innovation frugale. Vous inquiétez pas, on retrouvera des buzzwords et des trucs que les entreprises vont se prendre dans la tête et qu'elles doivent un tout petit peu anticiper. Donc voilà, on essaye de les aider, nous, à dire, menez votre transformation de manière un petit peu moins siloisée, un peu plus par le bas, et en ayant ces enjeux culturels dont parlait Nicolas. Vous créez des contenus? On en crée, on en coédite, on va chercher des experts qui nous aident. C'est des profs de grandes écoles, c'est des entreprises. On pense que les nouveaux sachants sont aussi beaucoup dans les entreprises. Par exemple, on a créé un cours sur l'empowerment féminin, qui est une des grosses révolutions de boîte. Vous le savez, il faut être à 50-50 dans les comex et tout ça. On avait un peu le choix, on pouvait aller chercher des gens qui étaient sociologues, profs de fac, profs de grandes écoles sur ce sujet-là. On a préféré aller chercher la patronne d'Eau Féminin, qui est un gros réseau de sites web. Elle s'appelle Marie-Laure Sautit-Chalon. À côté d'être patronne d'Eau Féminin, c'est une des figures de Women in Business. Elle est au COMEX de plein de grandes entreprises. On s'est dit, voilà, la personne la plus à même de nous parler de comment les femmes sont en train de s'imposer dans le business, c'est elle. Donc on essaye d'aller chercher ce savoir-là dans les grandes entreprises. Et du coup, là où le shift bascule complètement, c'est que les entreprises, elles nous achètent plus seulement de la formation pour leurs collaborateurs, elles développent des cours qu'elles distribuent au grand public. Et vous faites aussi des partenariats entre vos clients où vous leur permettez d'échanger, de mettre à disposition des salariés de l'un et de l'autre les contenus de l'un et de l'autre. C'est exactement ça. Une fois qu'elles ont développé leur contenu, il y a un rôle de marketplace où une fois que je l'ai produit en interne, ça peut être intéressant de le distribuer au grand public. Du coup, ça change complètement les rôles des directions de formation. Historiquement, c'est des centres de coûts, ça dépense de l'argent et on se dit vite, trouve-moi des fonds pour que j'essaye d'aller distribuer mon cours. On arrive à shifter un peu le modèle en disant une fois que j'ai développé, je peux essayer de le vendre. Alors, c'est encore balbutiant en réalité, en tout cas en B2C pour le grand public. Il y a très peu de gens qui payent réellement pour de la formation en ligne aujourd'hui, c'est compliqué. Mais les modèles de Nicolas ou des centres de formation arrivent à en vendre et nos modèles à nous montrent que des entreprises en revanche sont quand même en mesure de créer des modèles économiques vertueux qui font des boucles, quoi. J'investis, je fais un cours qui me rapporte, qui finance la mise à jour. Et ainsi de suite. Et vous parliez chiffres justement, par rapport au présentiel, il y a une économie de coût, et Nicolas aussi en parlait, par rapport au user, quelqu'un qui vient assister à un présentiel, le coût de formation en présentiel reste forcément nettement plus élevé que le coût d'un MOOC. Et est-ce que c'est pas un peu comme la presse qui est passée du papier en gardant un équilibre et qui est multi-support mais qui fait aussi son appli mobile et Internet? Là, l'intérêt de l'entreprise, c'est de faire de la formation présentielle mais aussi en croissance par les MOOC. Il y a une économie de coût, c'est facile, vous mettiez 100 000, vous investissez 30 000 dans une solution digitale et c'est super, vous avez changé. En réalité, je ne pense pas que le cœur de la valeur y soit là. On parlait d'entreprises pas prêtes à un certain nombre de choses, des risques du 21e siècle. Moi, je trouve que le risque corporate du 21e siècle que personne n'a vu, enfin que tout le monde voit venir mais pour lequel personne n'est prêt, c'est les changements de boulot. Rien que ça. Mon père il est journaliste, il a eu un job toute sa vie, il mourra journaliste. Et, moi, j'en ai déjà eu 4 et j'ai pas 30 ans. Et mon fils en aura sans doute 10 fois plus. Et rien n'est prêt dans la société pour ça. Ni les modèles de recrutement, ni le coût d'acquisition d'un salarié, ni ce que ça coûte de faire une mauvaise recrue. Donc, si on touche à ça, si on touche à je forme mieux un collaborateur en amont, j'identifie mieux celui qui aura le job. Ça y est, j'ai terminé avec les coûts du présentiel, je ne sais pas quoi, je suis en train de parler de coûts qui sont 10 fois plus élevés. Non, mais bien sûr, mais je parle par rapport au DRH. Je rigole, je force le trait, mais en réalité, cette révolution... Vous avez raison sur un plan sociétal, mais d'un point de vue opérationnel, pour le DRH qui doit défendre le projet, il peut dire que ça coûte X fois moins cher. À court terme, on 5 à 10 fois moins cher que le coût d'un présentiel. Facilement, parce que si vous prenez le coût du déplacement, le coût de la formation du mec, le fait qu'il va se former une journée entière en mode continu, donc pas être efficace, alors que là on parle de micro-learning et de moment. On arrive à trouver l'équation. Mais les bons DRH, l'équation, ils la font déjà sur combien je loupe de recrutement en moins, combien j'augmente l'efficacité de mes forces de vente, et ainsi de suite. Et là, très vite, on parle d'équations qui sont plus du tout les mêmes. Mais oui, même en le faisant un peu à courte vue, ça coûte moins cher de former en ligne que de former dans une salle. Bon, alors on partage cette analyse sur l'enjeu sociétal. Est-ce que Nicolas et Antoine, vous considérez qu'il y a un développement du marché très fort en France, en Europe et dans le monde, même si au départ c'est anglo-saxon?
et que les entreprises sont à la hauteur de cet enjeu pour toujours mieux former et partager le savoir avec leurs salariés ou leurs non-salariés, mais qui sont des travailleurs indépendants qui vont travailler de plus en plus dans l'écosystème de l'entreprise et leur permettre d'évoluer, comme en France, il a été créé avec des plus et des moins, mais le compte personnel d'activité et de formation, c'est-à-dire que ce soit, comme vous le disiez, intuitu personnel, c'est-à-dire qu'on puisse accéder à des MOOC indépendamment de son entreprise par rapport à des projets qu'on mènerait ici ou là dans telle ou telle entreprise, parce que l'enjeu maintenant, c'est qu'il y a une segmentation dans la relation de l'homme et de la femme au travail. Donc, il y a beaucoup de sujets. Alors la question que tu poses, elle est complexe. Il y a eu un petit buzz là, il y a un mois, c'est un peu plus, il y a 2-3 mois, parce que quelqu'un de connu, je ne sais plus qui, a dit la prochaine plus grosse valorisation boursière sera une EdTech. Mais il disait ce sera en 2030. Et moi je me disais mais pourquoi attendre 2030 ? Voilà, c'était pourquoi si longtemps ? Et il y a des raisons. Parce qu'il y a beaucoup de sujets à surmonter. Je vais en prendre deux qui sont selon moi les deux plus grands défis de cette digitalisation de la formation. Alors le premier est le suivant. Le premier, c'est que sur Internet, aujourd'hui, les business models qui scalent correctement peuvent se ranger en deux catégories. Il y a les business models de contenu, comme Spotify, comme Netflix, des gens qui vendent du contenu. Et ça, c'est assez simple. Il y a des modèles, il y a une catégorie, il y a un livre de comment on crée une start-up qui intermédie du contenu, et puis il faut exécuter ce livre. Et il y a en fait assez peu de degrés de liberté, il y a un état de l'art, et du coup, il y a un écosystème, il y a même des financeurs, des VC qui sont spécialisés là-dedans. C'est structuré, c'est une voie assez simple. Et puis, il y a des modèles de services, d'intermédiation de services, comme Uber, par exemple. Et là, c'est la même chose, c'est assez bien balisé. La pédagogie, c'est la somme des deux. C'est une couche de contenu, puisque comme à l'éducation nationale, vous voyez, il y a des gens qui font les programmes, et ensuite il y a des gens qui délivrent ce programme avec du service. Donc c'est une couche de contenu sur laquelle est articulée une couche de service, et donc on a ces deux couches qui interagissent, et là on sort de l'autoroute. On n'est plus sur l'autoroute, on est sur les petits chemins sinueux, avec des embûches où rien n'est prévu, et où typiquement, un VC va vous dire « mais moi ça je connais pas bien, je sais pas si ça va marcher » et du coup c'est exploratoire. Et si vous essayez de simplifier, et comme le font beaucoup de startups, beaucoup de services dans l'éducation, comme Coursera par exemple, comme les Américains, si vous essayez de simplifier et de dire en fait moi je vais faire du coup une EdTech avec que du contenu ou une EdTech avec que du service, c'est-à-dire, donc soit je vais délivrer des contenus de formation et ils sont statiques, soit il n'y a personne qui interagit, il n'y a plus de formateur, il n'y a pas quelqu'un qui vient suivre l'apprenant individuellement, le débloquer, comprendre ses besoins, parfois lui dire bon bah là tu comprends vraiment pas, je vais essayer une autre méthode pour toi, etc. S'il n'y a pas ce travail qui est fait, parce qu'on l'a simplifié, ou si à l'inverse, on a juste mis des gens, mais on n'a pas uniformisé le programme, dans ces cas-là, on ne délivre pas quelque chose qui est la pédagogie. Et si on ne délivre pas la pédagogie, bah, ça ne va pas marcher. Donc, il y a cette complexité. C'est le premier challenge. C'est comment on fait quelque chose qui scale, qui passe à l'échelle, et qui donc va s'améliorer, qui va délivrer ce que délivrent les startups, c'est-à-dire cette expérience qui est de plus en plus forte au fur et à mesure qu'on a de l'échelle. C'est un point d'interrogation. Aujourd'hui, personne ne l'a fait. Est-ce que quelqu'un va le faire ? C'est un point d'interrogation. Ça, c'est le premier gros challenge. C'est un challenge, je dirais, de business model et de design de start-up, quoi. Bon. Le deuxième est moins technique et peut-être plus simple à appréhender, et puis ça le rejoint, c'est la personnalisation de l'apprentissage. Et aujourd'hui, tout le monde parle de adaptive learning, de personnaliser l'apprentissage pour chaque personne. On comprend de manière assez évidente, ceux qui ont des enfants, qu'il faut personnaliser l'apprentissage parce que chaque personne a ses voies pour apprendre. Aujourd'hui, malgré tout ce que chacun peut raconter et tout ce qu'on peut lire sur Internet à ce sujet, la réalité est que personne ne propose de la personnalisation à un niveau qui permette de répondre aux besoins, c'est-à-dire de vraiment personnaliser en fonction de ce qu'on apprend sur la personne et des datas qu'on a, des chemins d'apprentissage de manière efficace. Il y a ces deux barrières, on peut espérer qu'elles soient levées dans les 15 ans qui viennent. Si c'est le cas, on va avoir sans doute au niveau de la formation et de l'éducation une révolution spectaculaire. On peut considérer aujourd'hui que cette révolution, elle n'a pas eu lieu, elle n'a pas démarré.
Donc il y a une deuxième révolution en cours, un peu comme le smartphone qui a été la deuxième révolution pour la presse ou pour plein de... avec les applis par rapport aux sites Internet. Il y a une deuxième révolution en cours puisque l'intelligence artificielle plus les datas font que le profiling, la personnalisation dans les MOOC, on est au tout début et ça va se faire. Aujourd'hui, on en rêve. Aujourd'hui, les gens en rêvent. Mais avec les datas que vous emmagasinez sur... un tel ou un tel qui a suivi tel parcours, qui a churné, qui a quitté le MOOC à tel endroit. Vous apprenez plein de choses sur lui et l'intelligence artificielle va vous permettre de profiler, de personnaliser, de customiser des MOOC personnalisés. Donc on est au début d'une deuxième étape. C'est une bonne question. Je ne sais pas si on est au début de la deuxième étape. Aujourd'hui, je vais être très concret. Il y a des gens qui font de la recherche là-dessus et ils se posent des questions. Je vais essayer de faire toucher du doigt ces questions. Parce que oui, on se dit, tout le monde fait de la recommandation, tout le monde sait exploiter la data, il y a le big data, donc on va adapter l'apprentissage aux besoins de l'utilisateur. Maintenant, je vous pose une question. Quelqu'un qui répond faux à toutes les questions, donc on lui met une vidéo, ensuite on lui pose des questions pour voir s'il a compris. Quelqu'un qui répond faux à toutes les questions, est-ce que c'est qu'il n'a rien compris? Ou est-ce qu'il a compris après avoir répondu faux? Quelqu'un qui répond juste à toutes les questions, est-ce que c'était une bonne chose qu'on lui ait présenté cette... Alors, quelqu'un qui répond juste à la moitié et qui répond faux à l'autre moitié, est-ce que c'est qu'il a compris la moitié? Oui, c'est difficile. C'est difficile d'interpréter la donnée quand il s'agit d'apprendre. Parce que apprendre, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on ne comprend pas. Les informaticiens ne comprennent pas ce que ça veut dire un cerveau qui apprend. La recherche n'est pas capable de définir qu'est-ce que ça veut dire il a appris. On est incapable de donner une définition. On est incapable. La machine peut battre le joueur d'échecs ou le joueur de Go, mais on est encore incapable de cerner le contexte dans lequel la personne apprend. Parce qu'il y a une étape entre dire j'ai fait un algorithme qui apprend et j'ai compris ce qui se passe dans cet algorithme et j'ai compris ce que c'est un cerveau qui apprend. Le jour où cette barrière-là va sauter, on sera très proche de ce moment de singularité, de ce moment où peut-être l'humanité va basculer dans quelque chose d'autre. Mais aujourd'hui, la réalité, c'est qu'on en est loin. Aujourd'hui, les algorithmes de machine learning, ce qu'ils savent faire, c'est une matrice et dire si je vois des gens et des vidéos et que je sais qui a liké quelle vidéo, j'ai une bonne idée de si je mets une autre vidéo qui va la liker, quoi. Mais ça s'arrête là. Il y a du clic. On est sur un autre type de problème. Déduire que quelqu'un, vous lui avez dit combien fait 5 plus 12, il a répondu juste, mais vous lui avez dit combien fait 13 plus 4, il a répondu faux. Qu'est-ce qu'il va vous répondre si vous lui dites 20 plus 9? C'est très compliqué. Et là, on est dans de l'apprentissage élémentaire. Voilà. Tout est lié au contexte, en fait. Cerner le contexte de l'apprenant. Je ne saurais pas vous dire à quoi c'est lié, parce qu'aujourd'hui, les chercheurs les plus avancés dans ce domaine vous disent qu'ils n'y comprennent rien et qu'ils ne sont pas prêts de comprendre. Voilà. Donc, l'adaptive learning, chaque fois, si vous allez dans Google, vous tapez news, ou vous allez dans LinkedIn et vous regardez tous les articles sur adaptive learning, ce sont des articles de gens qui rêvent, mais qui n'ont jamais mis les doigts dans le problème pour essayer de l'appréhender, et qui font ce raccourci de pensée qui est fort confortable, de dire on a de l'intelligence artificielle et on nous dit qu'elle est très forte, et puis on a des données d'apprentissage, le problème est résolu. C'est une erreur. C'est plus facile de cerner par des capteurs l'itinéraire d'une voiture et le comportement que celui de l'humain? Évidemment. Et rajouter à ça un peu d'argent et de moment des marchés. C'est-à-dire qu'évidemment, quand on a commencé à comprendre qu'ils ont aimé l'imprimante machin sur Fnac et qu'on vous recommandait un scanner à côté, bah ça marchait et que ça vendait, on a mis beaucoup d'argent, les gens qui font de la pub ont pu mettre beaucoup d'argent et des chercheurs ont commencé même à investir du temps sur du parcours web. La formation, et de manière générale, l'éducation, il va y avoir un moment de shift et c'est pour ça qu'on prévoit 2030. C'est que, grosso modo, on dit le temps que ça passe une marche, qu'on ait les premiers résultats, qu'on démontre que ça crée des business models, eh ben on investit de l'argent. Et ça veut dire que c'est très très cher. La boîte de Nicolas, celle dans laquelle je travaille, on a eu de la chance, on a levé beaucoup d'argent. Il y a eu beaucoup d'investissements qui ont été faits parce que les gens commencent à comprendre qu'il va se passer un truc. Et on a beaucoup d'argent et malgré ça, on dit il en faut plus. C'est là qu'il y a un côté un peu enfant gâté, mais c'est que craquer ce truc-là, c'est hyper dur. Et travailler sur le profiling, c'est-à-dire donc la personnalisation des MOOC, par sachant, vous avez un accord structurant avec l'École Polytechnique de Lausanne. Ouais, vous travaillez sur ce type de sujet? Nous, on a internalisé une partie de la R&D, c'est-à-dire qu'on embauche aussi des gens qui viennent de cette école. Le PFL, donc, qui est une fac à Lausanne, qui réfléchit beaucoup sur ce que c'est qu'apprendre en ligne. Est-ce qu'il faut voir un prof? Est-ce qu'il ne faut pas voir un prof? Est-ce qu'il faut qu'il parle 8 minutes? Est-ce qu'il faut qu'il parle 10 minutes? Est-ce que quand il bafouille, il faut qu'il se reprenne?
Je sais pas. Donc voilà, ils testent tous ces trucs-là. Est-ce que c'est pas plus humain? Et qu'est-ce que l'erreur? Est-ce que j'ai pas besoin à un moment de me projeter dans mon professeur? Donc tous ces gens-là, ils testent ça. Nous, on essaye de reprendre le plus possible de ces insights-là. Après, on croit aussi que la manière de se former en entreprise et en tant que professionnel est peut-être pas tout à fait la même que de se former en tant que salarié. C'est-à-dire en tant qu'étudiant, pardon, il y a un aspect de contrainte aussi. Quand je m'inscris et que je suis un cours sur l'histoire présumérienne sur Coursera, bah, j'ai envie de me forcer un peu et en même temps, j'ai fait œuvre de volonté, quoi. J'y suis allé. Je m'inscris sur le BIM, c'est un peu pareil. Quand ma boîte me contraint, alors est-ce que c'est un peu différent? Est-ce que les réflexes pédagogiques et psychologiques sont tout à fait les mêmes? On ne sait pas. Mais c'est pour ça que le défi, il est sublime et que Nicolas a raison, c'est drôle. Et après, l'adaptive learning, oui, il y a beaucoup de rêves. Et en même temps, ça va être un truc un peu continu, quoi. On va commencer à rendre de plus en plus smart des recommandations de cours. Puis on ne va pas vous pousser le même cours de la même manière. Puis voilà. Et la forte valorisation des EdTech, c'est dans 10 ans. C'est bien de le dire avec humilité, parce que je pense que plus on a d'humilité, plus on peut justement avoir un réalisme et une certaine ambition dans la vie. Mais est-ce que ce n'est pas les pure players de l'information qui gèrent de la data, les Google, qui sont dans tous les secteurs, ils sont aussi dans la self-driving car, la voiture sans chauffeur, qui pourraient aller sur être pure player aussi dans la formation? Est-ce qu'il n'y a pas un risque, vous, taille moyenne, 360 Learning, taille plus importante Corp Academy, au regard de Google, on n'a qu'à dire qu'on est comme Nicolas. Hein. Oui, de se laisser doubler par des gens qui ne sont pas dans le EdTech, qui sont dans l'info, qui sont dans le FinTech et qui vont aller dans l'Education Tech parce que tout le monde y pense et en même temps Google n'y est pas allé. Et quand Google y va, on a l'info, hein. Ils communiquent dessus. Enfin, les mecs, ça fait quand même 10 ans qu'ils sont sur la bagnole, qu'ils n'ont rien sorti. Donc, enfin, vous voyez ce que je veux dire, qu'ils ont à peine sorti un truc. Donc s'ils étaient dans l'éducation, on aurait sans doute l'info. Aujourd'hui, sans doute pour la raison qu'a décrite Nicolas, d'interaction et de business model compliqué et de plein de choses, en tout cas, ils n'y sont pas. Donc, en fait, c'est tout à fait rassurant. C'est parce que ça touche au cerveau. Le cerveau, c'est pas un produit comme une voiture dont on peut définir, anticiper l'itinéraire grâce à des capteurs. Tout ça est très rassurant finalement. Donc vous travaillez avec des chercheurs en sciences cognitives, en neurosciences. C'est fascinant. Par exemple, ils sont en train de faire des trucs en Suisse sur des robots qui apprennent à écrire. Je suis désolé, je fais un pas de côté, mais j'adore cette histoire. On chope en Suisse des gamins qui ont 6 ans ou 5 ans et qui ont du mal à former les lettres, qui écrivent très mal. Il y a une corrélation entre le fait de mal former les lettres à 5 ans et le fait de finir au chômage à 25 qui est hallucinante. C'est-à-dire que ces gamins-là, historiquement, on sait qu'ils sont perdus pour la société telle qu'elle est construite aujourd'hui. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On leur fout des espèces de petits robots qui coûtent 100 balles, là, les nanos qu'on a vus un peu partout, et on fait semblant qu'ils écrivent sur une tablette. Et le gamin, on ne lui demande pas de bien écrire maison, on programme le robot pour qu'il écrive mal maison. Donc le robot écrit mal, fait une faute, fait pas un A comme il faut. Du coup, le gamin donne un coup au robot en disant « Ah putain, j'ai vu ça à l'école, c'est pas comme ça qu'on fait. » Il devient professeur. Il devient professeur. Parce qu'ils ont démontré que ça déclenchait des réflexes cérébraux un peu différents. Donc il corrige le A. Et là, le robot dit « Ah ok, putain, c'est bon, j'ai compris. » Il refait un truc qui est interpolé entre son erreur qui était grossière et l'erreur du gamin. Parce que si le gamin écrivait bien, il serait pas là. Donc en fait, le A qu'il a corrigé. Et donc de proche en proche, ils arrivent à se rapprocher d'un A de mieux en mieux formé et ils ramènent des gamins comme ça. Donc il y a des mecs qui cherchent là-dessus. C'est celui-là le chiffre dont parlait Nicolas, au-delà d'un chiffre de business model. C'est un chiffre de méthode d'apprentissage, de sauver des gamins qui étaient paumés, de permettre que des top performers deviennent encore meilleurs. Enfin, c'est fascinant. Mais c'est génial parce que le digital a une dimension intrinsèque, participative. Ça veut dire que contrairement à l'école, où on a tous été à l'école parfois en souffrant un petit peu, si on a un statut d'apprenant mais aussi de co-sachant, on s'upgrade soi-même, on évolue et on a plus de chances de savoir parce qu'on n'est pas relégué à celui qui est au fond de la classe où il y a une hiérarchie comme dans certaines entreprises hyper verticale. Il y a une idée de co-sachant et de détection de talent. Il y a un mec qui s'appelle Habermas, je crois, non ? Un bon en ce moment qui raconte tout ça, qui a écrit un bouquin qui s'appelle « Libérez votre cerveau ». Et dans « Libérez votre cerveau », il dit la seule espèce qui a pensé qu'il fallait contraindre pour apprendre, c'est l'être humain. Il s'est dit on va créer un moment chiant. Et puis on va lui apprendre des trucs et à la fin on va vérifier qu'il a bien appris. L'intégralité des espèces animales apprennent par le jeu et par la récompense. C'est exactement comme quand vous dressez un chien et vous lui filez un sucre. Quoi. Ou comme les enfants spontanément. Pourquoi? Parce que historiquement l'école était un temps, en tout cas c'est l'analyse qui en est, après, l'école était un temps contraint. On savait qu'on avait le gamin, donc on n'a jamais poussé ce degré d'exigence jusqu'au fait de dire, et en plus il faut que ce soit bien. Puisque de toute façon, le gamin, il va rentrer à l'école demain. Et l'enjeu que vous avez sur les manières de dispenser de la formation professionnelle et l'enjeu qu'il y a là quand vous faites un MOOC, c'est exactement le même. Trop tard, les gamins sont plus à l'école, quoi. Donc, quand je veux amener mon 3000 préinscrits à 3000 apprenants, bah, c'est hyper dur parce que j'ai un degré d'exigence qui est énorme. Le marketing, ça fait les 3000.
Notre Bien boulot sûr. après, et votre boulot sur le contenu, c'est de faire que sur 3000, tout le monde vienne. Et quand on regarde les taux de drop de cours, donc de gens qui ne vont même pas au cours ou vont pas au bout du cours, de cours en ligne sur Coursera, alors qu'on a commencé à dire les cours d'Harvard sont gratos, tout le monde s'est réveillé en disant putain, les cours d'Harvard sont gratos, sans déconner, c'est formidable, je vais apprendre. Et il y a 10% des mecs qui vont au bout. Donc comment je perds ces 90% là, c'est de l'adaptive learning, c'est être un peu malin. Nous on croit beaucoup au jeu pour les raisons que je vous ai données, Oui. c'est toutes ces choses. Le principe de ludique, de serious game. Et bien évidemment, les MOOC qui se respectent ont des vidéos vivantes. On en parlait avec celle qu'a fait Michel Bazinet plein phare pour l'Intech, et des quiz. L'Intech, il y a une centaine de quiz qu'on a créés, avec une dimension interactive et vivante. Je crois que notre succès, on le doit aux couleurs de pantalon de Michel. Pour être... oui. Alors là, c'est vrai qu'on est parti un peu dans le rêve, mais non, mais c'est très très intéressant, c'est passionnant. Et bon, nous on est des petits poussés, on est des apprenants, c'est notre premier MOOC. Mais par contre, une chose peut-être qui a marché, qui a fonctionné, c'est une idée, j'ai pas le retour. C'est qu'on n'a pas privilégié la forme sur le fond, on a privilégié les deux. On s'est dit le fond, il faut qu'il soit qualitatif, mais la forme, il faut qu'elle soit aussi, parce que le e-learning moi j'ai connu un petit peu il y a une quinzaine d'années, les premiers cours e-learning, très franchement c'était chiant, quoi. Et là il y a une perte en ligne absolument phénoménale. Et puis aussi avoir un petit community management, donc bien sûr passer par les réseaux sociaux. Et puis sur votre plateforme, il y a un truc qui est assez sympa, c'est que les gens peuvent discuter entre eux. Et donc, les gens deviennent auto-apprenants entre eux. Alors, mais ce qui serait intéressant, ça aurait été de ressortir sur l'écran quelques discussions entre gens qui font le MOOC. Alors, tu en as un ou une qui va dire « Oui, alors là, moi, je ne suis pas d'accord avec ce qu'il t'a dit. » Et puis, c'est même pas nous, des fois, qui répondions à la question de celui qui nous critiquait. C'est un autre apprenant qui disait « Ah, mais non, mais c'est pas ça du tout. Non, t'as pas vu ci, t'as pas vu ça. Là, la vidéo d'avant et le QC matin, c'était génial, et ainsi de suite. » Donc, quelque part, tous s'enrichissent au contact des uns et des autres. Voilà. Tout à fait. Et pour revenir à la question de Cyril, ah oui, je voulais dire avant, j'ai pas une conviction sur le fait que Corp Academy soit beaucoup plus gros que nous, ni même un petit peu, mais passons là-dessus. Et non, et Cyril, pour revenir à ta question, cette notion-là de j'ai appris et ensuite je vais transmettre, ce qu'on appelle le reverse mentoring, donc ce dont vous parliez aussi, là, qui se produit d'une part dans les forums, mais ensuite les entreprises maintenant mettent beaucoup en place ce reverse mentoring, qui consiste à dire le formateur, celui qui, donc, comme je vous le disais, on a cette couche de contenu que vous avez produite, et puis au-dessus, parce que l'apprenant dit moi j'ai pas compris, moi j'ai telle question, parce que vous avez mis des activités interactives de type brainstorm, parce que dans la gamification ils interagissent dans les challenges, etc. Et puis ils parlent, ils se posent des questions. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui anime ça, qui regarde. Et parfois quand il y a quelqu'un qui est bloqué, il faut lui dire mais pourquoi t'es bloqué, peut-être l'appeler, voilà. Donc cette dimension d'animation et aussi de transmission. On a de plus en plus maintenant dans les entreprises ce dispositif qui consiste à dire les meilleurs apprenants, derrière on va en faire des animateurs, on peut même l'automatiser et dire quand il arrive à la fin du parcours et qu'il a tel score, on lui donne le niveau animateur et donc il reçoit les notifs et il est responsable d'animer les sessions des personnes précédentes. Voilà, avec l'adaptive, c'est le reverse mentoring est sans doute l'une des solutions par rapport à ce sujet d'articulation de business model dont on parlait. C'est très vertueux, ça fait passer l'apprenant en co-sachant et tout à fait. C'est très entraînant pour toute la communauté. Tout à fait, parce que quand on transmet, enfin je pense que là on dit des banalités, mais quand on transmet à quelqu'un, on doit décomposer le savoir en concept, et on fait cet effort de décomposition en concept, c'est le dialogue socratique, quoi. Voilà. Et celui qui répond aux questions, en fait, apprend beaucoup. D'accord. Cela dit, pour revenir sur la question originelle, ce qu'il y a d'intéressant dans tout ça, la question d'avant, quand après on s'est mis à parler du futur du learning, est-ce que les boîtes sont en avance ? Bah ouais. Les entreprises sont en train de mener une révolution que les écoles, en tout cas c'est le sentiment que nous on a quand on vient nous voir, ont du mal à mener, et elles sont en train de le mener malgré presque la formation professionnelle. Nous, beaucoup de boîtes viennent voir, il y a des gens qui réfléchissent dans différents organismes de l'État en disant comment je change le compte personnel de formation, comment je fais que les gens puissent investir différemment sur plus de formation web. Aujourd'hui, c'est assez mal fait. On leur dit, si vous voulez, c'est bien, mais c'est pas dramatique. C'est-à-dire que nous, les grandes entreprises, investissent dans des projets comme ceux de Nicolas, comme ceux d'une autre, malgré ça, quoi. De toute façon, elles dépensent plus que ce qu'elles doivent dépenser en formation. Elles ont compris. Donc la révolution, elle se mène là. Et j'ai pas le sentiment, tu me déprendras peut-être, mais que les grandes écoles, que les grandes universités soient elles-mêmes très en pointe sur ce point-là.
Je confirme à 100%, les entreprises aujourd'hui ont beaucoup d'avance sur l'université concernant les dispositifs de formation à distance pour des raisons évidentes, c'est qu'elles en ont beaucoup plus besoin. On peut prendre des exemples simples, hein, mais le directeur commercial qui a, je sais pas si vous prenez chez Orange, il y a des petites entités chez Orange où il y a un directeur commercial qui a 2000 sales qui sont partout dans le monde et qui sort des produits avec des innovations produits tous les mois, et il doit animer sa force commerciale avec une évidence que si le commercial ne sait pas ce qu'il vend, il n'a pas beaucoup de chances de le vendre, et donc ce problème il existe pour eux et il existe depuis bien longtemps. Donc aujourd'hui les entreprises, et notamment les très grosses, celles qui ont ces sujets d'échelle et à la fois de géographie, donc de géographie dispersée, ont beaucoup d'avance dans leur compréhension de ce qu'est former à distance. C'est-à-dire que vous avez des entreprises qui viennent vous voir, au-delà de vous de faire la démarche d'aller les voir. Maintenant, il y a la pédagogie est faite, le travail d'évangélisation est déjà fait, les entreprises dont les COMEX savent ce que c'est et l'efficacité, l'intérêt du MOOC. Alors ils savent ce que c'est et ils ne sont pas convaincus que ça fonctionne aussi bien qu'ils le voudraient. Ils ont des besoins qui vont bien au-delà. Quand vous dirigez une équipe commerciale, c'est un exemple parmi d'autres, hein, mais vous avez un fort besoin de pouvoir leur transmettre du savoir sur une base quotidienne et avec des coûts que vous voulez réduire le plus possible. C'est un sujet pour eux qui est immédiatement lié à de la performance commerciale. Nous, on s'intègre très fréquemment avec Salesforce pour justement croiser le fait de pouvoir leur dire, vous voyez, quand vous sortez des produits, si vous créez la formation et que vous la créez vite et que vous sortez la formation en même temps que le produit, vous améliorez la performance, leur donner des tableaux qui leur permettent de visualiser ça. Et eux, surtout, alors les directeurs commerciaux beaucoup, les directeurs marketing aussi, on a ça dans la R&D, ça s'exprime différemment, nous mettent une pression forte parce que c'est un sujet business pour eux. D'accord. Du coup, quand on prend du retard, ils nous disent putain, je perds X milliers d'euros par jour à cause du fait que tu sors pas, et on a un peu de pression. Mais oui, c'est redevenu des sujets de direction générale. Historiquement, patron d'université d'une grande boîte, dans le début des années 2000, c'était pas les postes les plus sexy du monde, quoi. On mettait des cadres qui allaient... Là, c'est redevenu des sujets de grande boîte, on investit, ça se voit sur les salaires, ça se voit sur les équipes, ça se voit sur même les profils des gens, ce qu'ils ont fait avant dans les grandes boîtes, ce qu'ils font après. Vous regardez le précédent patron de l'université de Forestia, l'équipementier automobile, il vient de partir diriger le projet de cockpit du futur, qui est leur grande idée sur la voiture automobile. Voilà, c'est le genre de move que font ces gens-là. Donc c'est des très hauts potentiels dans l'entreprise qui passent d'un poste à l'autre et qui à un moment passent sur le learning, ce qui n'était quand même pas le cas il y a 10 ans. Donc pour conclure, vous êtes deux head tech. En taille, il n'y a pas de différence de taille, c'est les positionnements dans la chaîne de valeur qui sont différents. C'est un beau shift. Et vous escomptez... J'étais obligé de le souligner parce que la première fois je l'ai laissé passer, mais comme ensuite tu l'as redit une deuxième fois, je me suis dit que je devais intervenir. Non, mais la taille n'est pas un effet de puissance, hein, surtout dans le digital. Tout à fait. Non, je voulais dire, sur la chaîne de valeur, il y a peut-être 3 maillons sur lesquels vous êtes dans la chaîne de valeur, parce que vous êtes dans les contenus et la distribution, et vous êtes 100% dans le soft, Nicolas. Donc c'est un effet de différence de positionnement, mais pas de taille. Et chez les pure players, c'est pas la taille qui fait la puissance. Et justement, en termes de puissance financière, votre avenir, et vous avez été parmi les pionniers, donc votre avenir, c'est aussi de profiter de la réussite des marchés financiers pour lever encore plus de fonds. Vous parlez de 2030, peut-être les sanctions très positives sur les valorisations. Il y aura peut-être des GAFA qui sont des head tech. Et non pas uniquement des Google, Apple, Facebook, Amazon, qui sont dans l'information, Alors, notons la quand communauté ou la vente de produits comme Amazon. Notons quand même que Microsoft, via LinkedIn, possède Lynda, qui est, à la dernière valorisation valait 1,5 milliard. Donc on a quand même sans doute là un bel asset et un projet qui, à mon avis, va se préciser. C'est quand même un catalogue de, je crois, 2500 formations, 1500, je ne sais plus. Donc il y a quand même quelque chose là. On peut espérer demain. Moi, je sais, c'est très difficile dans l'univers techno de commencer à vouloir faire de la futurologie, mais je prendrai assez peu de risques, moi, pour dire... Mais c'est un référent parce que c'est les GAFAM, il faut rajouter le M à Microsoft au GAFA, vous avez raison avec Lynda. C'est à la fois un référent, mais est-ce que ça peut être un risque, quand on est éditeur de contenu, de voir que LinkedIn, racheté par Microsoft, propose des solutions de learning pour les users de LinkedIn? Sur ces questions de risque, comme tu le disais, on est tous les deux des microbes face aux GAFAM. Moi j'aime bien raconter cette histoire par rapport à Microsoft, LinkedIn, Lynda. Aujourd'hui, par exemple,
Linda, une boîte qui valait 1,5 milliard, aurait pu venir me voir ou voir Corp Academy et faire une proposition pour acheter la boîte à une valeur qui aurait pu être 2 fois au-dessus de la valeur. Si ça les intéressait, ils peuvent acheter le double. C'est compliqué, surtout quand vous avez des fonds d'investissement à votre capital, c'est compliqué de refuser quand quelqu'un vous dit « je t'achète le truc le double du prix ». Pourquoi ils sont capables de faire ça? Il faut comprendre pourquoi. Parce que nous, on a une dizaine de commerciaux, on est présent en France et en Angleterre, 2 petits pays. Quand le gars il a 1000 commerciaux et qui dit « toi, ton produit, il marche, tu arrives à le vendre, mais moi, demain, il va être vendu par 1000 commerciaux ». La synergie qu'il fait apparaître, surtout il dit « moi, je suis dans les comptes, je parle déjà au DRH, je lui vends déjà plein de trucs, je vais rajouter quelque chose et je sais que ce quelque chose, il va l'acheter ». Donc, il y a une synergie très forte et il est capable, au moment du rachat, de vous en redonner un petit bout. Une boîte comme Cornerstone, qui vaut 2 milliards, comme Linda, qui vaut 1,5 milliard, serait capable de faire ça avec nous de manière très simple. Mais cette même boîte, qui est Cornerstone ou Linda, qui vaut 1 milliard ou 2, il lui arrivait la même histoire à elle avec LinkedIn, qui en valait 30. Et qui avait une échelle de grandeur en plus, qui faisait que lui-même était microscopique et qui pouvait dire « toi, je t'achète comme ça aux décisions, au coin d'un COMEX, on a décidé de t'acheter et de même payer trop cher parce qu'on a décidé que c'était stratégique et que ça allait libérer des synergies. » Et LinkedIn, après avoir fait ça, il leur est arrivé la même chose avec Microsoft qui vaut un demi-billion, qui vaut 500 milliards. Donc c'est comme cette image qu'on a quand on est enfant, la chaîne des poissons, là, avec le petit poisson, le moyen poisson, le plus gros poisson, le très gros poisson. Et on a du mal à matérialiser ce que c'est Microsoft, une boîte qui vaut 500 milliards. C'est 10 fois Orange. Vous voyez, on voit ce que c'est Orange. Orange, ils sont partout, il y a des boutiques, c'est 10 fois Orange. Et donc, nous, de se dire... si vous voulez, demain, quand vous marchez là sur la moquette, il y a des bactéries dans la moquette et des microbes, vous marchez sur la moquette, vous ne les avez pas tués. Voilà. D'accord, merci. Merci pour cette image liée à l'environnement et au développement durable. Nicolas, Antoine, Pascal, merci beaucoup, parce que grâce à vous, on a un retour d'expérience sur ce qui est essentiel. C'est la formation, et encore le mot est un peu réducteur, par les MOOC. Et le véritable enjeu de partage d'expertise pour les étudiants, mais pour les salariés, partage d'expertise, de savoir-faire, et aussi de motiver, on l'a vu, il y a toute la démarche d'incentive, motiver les sachants, les salariés, pour être encore plus efficaces dans leur métier, au singulier et au pluriel, comme tu le disais Antoine, puisque maintenant, ils vont être confrontés à plusieurs métiers, plusieurs jobs dans leur vie. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Moi, ma question va plutôt s'adresser à Pascal Asselin sur les suites du MOOC. Comment est-ce qu'il va évoluer? Mais avant, j'aimerais juste me présenter. Donc, je suis enseignant. Je suis aussi administrateur réseau, administrateur de solutions cloud. Et j'utilise une solution privée dans un établissement scolaire. Donc, voilà. Tout le monde n'utilise quand même pas des solutions open source. Donc, moi, ma question sur le MOOC... j'ai participé à ce MOOC et j'avais participé à un autre MOOC d'un autre organisme auparavant. Il m'a manqué juste une petite chose dans votre MOOC, c'est l'aspect travail collaboratif. Mais je dis travail collaboratif, quoi, parce qu'il y a du collaboratif, ce sont des échanges, mais il n'y a pas de production. Est-ce que vous envisagez un jour d'avoir au travers de votre MOOC de la production? Je vais faire une réponse de MOOC. C'est toi qui es en train de le faire évoluer, le MOOC. Voilà. Et effectivement, cette question-là, on se la pose, on se l'est posée. Et donc, il va y avoir certainement une saison 2, une saison 3, 4, 5, 6. J'en sais strictement rien pour l'instant. Est-ce que ce sera le même volume de MOOC ou... Peut-être, parce que ce matin, on a réfléchi avec les collègues, puisqu'on a entendu sur le workshop de ce matin, l'atelier de ce matin, pardon, peut-être des mini-MOOC, bien ciblés, mais effectivement, en fin de compte, moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est le mode projet. Ça me plaît énormément. Et moi, je dirais, j'adore mon époque, quelque part grâce à ça. Et très franchement...
je me suis mis à l'économie de la construction très jeune. Hein, j'ai fait toute la filière, BEP, BT, BTS, jusqu'au diplôme d'ingénieur. Hein, ça m'a mis beaucoup de temps. Et je dirais franchement, au bout de 15 ans, voire 20 ans d'exercice de ma profession, je veux pas dire que je me lasse. Je veux pas dire que j'ai tout vu, c'est quand même pas vrai, il ne faut pas être présomptueux à ce point-là, mais cette révolution numérique, cette façon d'envisager un mode collaboratif, notamment pour l'apprentissage, moi ça me plaît beaucoup, et c'est un des sujets parmi d'autres, quoi. Et le problème aujourd'hui, c'est ça, c'est effectivement, il y en a qui vont rester sur le bord du chemin, comment on les garde avec nous dans le même wagon? Est-ce que moi, je vais réussir à rester dans le wagon aussi? C'est pas évident, hein. Et ça, en fin de compte, c'est la grande angoisse qu'on a. Mais pour donner ta réponse, c'est toi que tu fais ta propre réponse. Et effectivement, on va faire des modes plus collaboratifs et où il faudra peut-être être, je dirais, le plus collaboratif possible, c'est dans la tête. Parce que la collaboration, il faut aussi arrêter les postures. Voilà. Il faut discuter avec les autres partenaires, qu'ils soient entrepreneurs, artisans, architectes et les organisations professionnelles. On a vraiment un rôle à ce niveau-là à jouer pour essayer de faire des choses collaboratives tous ensemble. Voilà. Merci. Nicolas, Antoine et Pascal Asselin, merci infiniment d'être venus. Merci à vous.